C'est la fin de Chebec, le plus grand pirate de son époque et capitaine des Rocks, est mort aujourd'hui et God Valley se retrouve également englouti dans les océans. L'histoire des Davy se noiera en même temps que cet incident ayant changé la piraterie. Dans cette review les bros, yo à tous, je vais tenter de tout vous expliquer sur la mort de Chebec mais aussi ce que représente la libération de Dragon par Garp ainsi que comment et pourquoi le fruit du démon légendaire d'Elbaf n'est peut-être définitivement pas celui qu'on croit. Ce chapitre a suscité beaucoup de réactions positives et négatives, alors dites-moi à votre tour en commentaire ce que vous pensez de cette fin de Chebec et de God Valley. Notez-le sur 10 si vous le souhaitez, mais partagez votre avis. Sans oublier, pour soutenir mon travail, de liker cette vidéo. Je vous remercie et nous pouvons enfin commencer cette review. Le chapitre commence sur God Valley, nous y retournons une dernière fois avant que l'île ne coule dans l'océan et sur place nous retrouvons les 3D dans un état lamentable bien que Rox lui soit toujours vivant et conscient. Gaban et Rayleigh viendront sauver Garp et Roger après que Rox ne repense à eux et au fait qu'ils ne doivent pas mourir. C'est à ce moment-là que Garling, Sommers et Maffei débarquent près de lui et que le leader des Chevaliers Divins ne lève son épée pour achever la légende que fut Davy Chebec et c'est fini. Voilà, God Valley c'est terminé, Chebec c'est terminé et j'irai pas dire que j'aime pas cette fin, mais je persiste quand même à penser qu'elle est trop étrange pour qu'on n'en entende plus jamais parler de cette mort de Chebec. Là, il y a vraiment 3 points que je veux aborder en ce début de vidéo. Le premier, c'est Garling. Alors du coup, à en croire cette scène, Garling pourrait être considéré comme le tueur de Chebec, expliquant alors son titre de champion de God Valley, même s'il n'a fait qu'achever un mec qui avait un HP. Donc tout le long, les Chevaliers Divins étaient encore là, regardant les 3D combattre, sans oser un instant prendre part à la bataille, ce qui est, je pense, la preuve parfaite que leur puissance est de loin dépassée par les pirates légendaires que sont Roger, Chebec ou le héros Garp. Pour le coup, leur rôle durant cet incident était plus qu'anecdotique. On ne les a pas vus, ils n'ont rien fait de particulier, et même dans le final de God Valley, ils n'ont rien fait pour montrer qu'ils étaient particulièrement dangereux. Encore une fois, j'ai bien l'impression que ces mecs, si tu leur enlèves leur immortalité et leur dominance sur des pauvres citoyens lambda, ils ne servent pas à grand chose. C'était le cas sur God Valley, mais ça semble aussi l'être sur Elbaf, où finalement, à part Shamrock, aucun n'aspire une vraie crainte. Et ça commence à me faire un petit peu peur, je dois vous avouer, parce que là, où ils pouvaient apporter une nouvelle force aux antagonistes qui en auront bien besoin, puisqu'ils doivent quand même affronter tous les pirates et les révolutionnaires qui les opposent, globalement, pour le moment, les Chevaliers Divins ne sont pas non plus exceptionnels. Voilà. Normalement, maintenant qu'il est Gorosei, Garling sera bien plus dangereux, mais c'est dommage que seuls ceux qui sont liés à Shanks auront le potentiel de faire quelque chose d'intéressant. Enfin bon, nous verrons bien quand même le moment venu, mais pour l'instant, leurs prestations sur God Valley, on a vu mieux. Ensuite, le cas de Bogart. Non, je déconne, ça aurait été trop beau de dédier ne serait-ce que 3 cases à ce personnage qui suit Garp depuis la première centaine de chapitres. Non, je suis bête, excusez-moi. Le cas God Valley, du coup. Finalement, j'avais raison, elle a coulé dans l'eau, mais sans raison apparente. Et non, je ne considère pas que l'attaque finale de Garp et Roger contre Chebec représentait une vraie raison suffisante pour qu'une île entière coule et disparaisse. Je veux bien que ces 3-là soient des monstres, mais pitié, on parle de la disparition de toute une île. C'est pas l'utilisation de Mother Flame là, c'est juste un combat de 3 mecs qui se fracassaient entre eux sans viser directement l'île. Et même que la chute de ces montagnes en soit à l'origine me paraîtrait étrange. Non, si on observe bien la scène, l'île se fait littéralement aspirer à partir du moment où les Chevaliers Divins tuent Chebec et que Garp et Roger parviennent à s'en échapper. Alors en vrai, je pense que je vais aller trop loin en disant ça, mais peut-être qu'il y a une explication plus mystique. Je veux dire que c'est quand même un sacré hasard que l'île des Davy, dont l'ancêtre a été maudit et banni sous l'océan par le diable, se retrouve elle-même aspirée dans les tréfonds marins, surtout quand les dernières personnes sur l'île étaient les Chevaliers Divins qui utilisent une compétence appelée Abyss. Vous voyez? Est-ce que, je pose ça là, mais God Valley n'a pas été aspiré par un pouvoir, peut-être même, soyons fous, par David Jones en personne? Parce que vraiment j'insiste, mais c'est trop étrange cette disparition. Regardez juste la ruche, dans la bataille opposant Garp à l'équipage de Barbe Noire, Kobe a pété une partie de l'île qui était le bras de Pizarro. Garp a pété facile 50% de l'île avec des attaques explosives de partout. Kuzan a été envoyée 1 km sous terre et pourtant elle n'a pas bougé d'un pouce. Comment God Valley a pu disparaître à ce point? Je n'ai pas une explication vraiment rationnelle à vous offrir, je me dis juste que Marineford n'a pas coulé pour beaucoup plus que ça et j'ai du mal à imaginer que le Haki puisse faire disparaître une île pareille. Bref, on en vient au 3e point et non des moindres, le Domi-Riversi de Rox s'est dissipé. Il est redevenu parfaitement normal et lucide, la malédiction du Domi-Riversi a été brisée et ce très probablement grâce au Haki des rois surréalistes de Roger et de Garp. Si c'est le cas,
Ça confirmerait bien ma théorie de la review du chapitre 1150, où je vous expliquais justement que le Haki des rois de Luffy sera le pouvoir capable de briser la malédiction des démons du gouvernement et donc de libérer Dory et Brogy de leur Domi Reversi. Donc, le Haki des rois est définitivement le seul point faible d'Imu, peut-être même encore plus que le pouvoir de Nika, et Luffy pourra la renvoyer sur Marie-Joise et libérer les géants lorsque nous reviendrons dans le présent, quand il retournera dans le royaume du soleil, après avoir écouté les conseils de Skopper-Gaban sur le sujet. Pour réutiliser les mêmes mots, le Haki des rois a des utilisations et effets que nous commençons tout juste à découvrir. L'un d'entre eux serait l'annulation des pouvoirs démoniaques d'Imu. Luffy le découvrirait très vite en repensant au Haki de Joy Boy sur Egghead et libérerait Dory et Brogy, ainsi que tous les autres géants de l'emprise encore fraîche et récente de Imu. Le Haki des rois de Luffy du guerrier de la libération briserait les entraves du pacte diabolique qu'Imu leur a fait signer. Luffy deviendra alors le roi des géants sans régner sur leur monde. En tout cas, voilà pour God Valley. On va continuer et avancer en laissant derrière nous cet incident attendu depuis des années. Je m'attendais personnellement à quelque chose de différent et surtout une fin plus honorable pour le pirate qui nous a fait le plus rêver depuis Goldie Roger lui-même. Mais je reste quand même curieux de voir si l'histoire reviendra sur cette grande bataille à un moment ou l'autre. Maintenant que tout le monde est plus ou moins sauf et qu'ils vont continuer leur aventure de leur côté, on va faire un nouveau détour sur le bateau de Roger qui accueille un nouveau venu. Et oui les gars, on l'a enfin, cette page du databook 4 milliards sortie à l'occasion du film Red, celle intronisant Shanks dans l'équipage de Roger après que ces derniers l'aient découvert dans un des coffres au trésor. C'est assez évident qu'Oda allait nous la refaire au propre avec un Roger au goût du jour et non avec sa barbe et son chapeau, mais ça reste trop bien de le voir enfin finalisé et plus sous la forme de brouillon. Si je reste assez content notamment pour Shanks, je ne peux pas m'empêcher quand même de penser que de l'autre côté se trouve son frère jumeau, qui a été séparé et qui n'aura pas la même chance que lui. Et vivra dans un monde où l'amour et la liberté ne sont que des concepts bons à être effacés de l'histoire. Du côté de Garp, ça bouge aussi puisqu'il est enfin considéré comme le héros de la marine. Enfin ça on le savait, ce titre il ne le voulait pas et ne pensait pas le mériter. Pour le coup rien de très spécial à déclarer, si ce n'est qu'on voit très bien pourquoi l'un est devenu amiral en chef alors que l'autre n'a pas voulu bouger de son titre de vice-amiral. Sengoku est effectivement plus porté sur les promotions car d'après lui, de toute façon ça ne changera rien, alors que Garp lui n'a aucune autre ambition que de protéger les plus faibles, donc très probablement les nouvelles recrues et les citoyens victimes des pirates. Nous voici désormais sur Elbaf avec un Loki désemparé de la nouvelle qui vient de surgir sur la disparition de l'équipage des Rocks, et c'est à partir de maintenant que nous en découvrons plus d'ailleurs sur les raisons de son amour pour Chebek. En réalité, Loki pensait que Chebek était Nika, le dieu qui rit pendant qu'il détruit le monde. Chose qui étonne Chebek puisque lui nous confirme bien que son rêve n'était pas de détruire le monde, mais d'en devenir le roi. Par contre, il révèle aussi et surtout qu'un tel pouvoir décrit par Loki serait davantage assimilé à son père Harald, et c'est ainsi que Chebek nous parle de la Galela. Toujours d'après lui et en s'adressant à Loki, quelque part dans le monde existent des destructeurs endormis que seul Harald est capable de réveiller, la Galela, et que la simple alliance entre Chebek et Harald avec leurs pouvoirs respectifs pouvait assurer une domination absolue et mondiale. Bon bah voilà, Loki a découvert la triste nouvelle et la Galela est mentionnée pour la première fois depuis un bail, une dizaine de chapitres quand même. Alors commençons déjà par une révélation, Loki voyait en Chebek Nika. Honnêtement, je ne sais plus si j'avais déjà théorisé ou imaginé que Loki ait pu voir Nika en Chebek, mais ça ne m'a pas du tout étonné, au contraire c'est l'inverse qui m'aurait peut-être paru bizarre. Là on a bien compris que les géants vénéraient plus Nika que n'importe quelle autre tribu de One Piece, en tout cas de celle qu'Oda nous a présentée, ce qui veut dire que dans cet arc, le moindre truc qui va concerner Loki concernera aussi Nika, surtout que lui-même est considéré comme un danger destructeur de monde. Et nous apprenions justement au chapitre 1136 que chez les géants, Nika c'est pas forcément le libérateur qu'on s'imaginait à l'origine. Oui, il brise les chaînes, mais les géants ont quand même ce petit doute que, puisque Nika apparaît chaque fois que le monde est détruit, comme le mentionne la mythologie des géants, le Harley, le dieu du soleil est-il vraiment un sauveur ou un destructeur? Donc comme le disait Garul, la traduction du Harley est difficile, et ça je te le fais pas dire mon gars, tout le monde a passé des heures à tenter de le déchiffrer, mais il sous-entend donc qu'en plus de ne pas être très sûr de ce que leur propre mythologie raconte, leur dieu vénéré est peut-être à l'origine de cataclysmes qu'ils redoutent tant. Donc en vrai, et pour en revenir à Chebek, c'est un peu normal que Loki ait vu en lui cette divinité, puisqu'il a apporté la même énergie capable de changer le monde, ou du moins c'est ce que Loki croyait. Maintenant parlons d'Harald et de ce que Chebek disait de lui. Il serait capable d'activer les géants de la Galela,
Mais ce n'est pas tout. Toujours dans le chapitre 1156, si vous vous souvenez bien, Chebek voulait s'emparer de 2 fruits du démon, mais l'un d'eux avait la particularité de se trouver sur Elbaf et surtout d'être particulièrement adapté à Harald, puisque c'est lorsqu'il le consommera que ce fruit dévoilera toute sa puissance. Si on reprend le chapitre d'aujourd'hui et donc que, toujours d'après Chebek, Harald est effectivement le seul à pouvoir éveiller la Galela, c'est que ça a peut-être un lien avec ce fameux fruit du démon. D'ailleurs, le fruit du démon se trouvant à Elbaf, mentionné par Chebek, a de très fortes chances d'être le trésor national du pays que Loki aurait, à ce qu'il paraît, mangé. Sauf qu'on doute encore que Loki l'ait mangé. Il a bien disparu le jour de la mort d'Harald, mais au chapitre 1152, il semble que c'est un étranger du pays d'Elbaf qui a trouvé ce trésor et qui a voulu s'en emparer. Si c'est le cas, le pouvoir capable de réanimer la Galela est encore là, quelque part dans le monde. En fait, c'est compliqué et pour dire vrai, les 2 hypothèses marchent vraiment bien. Loki peut très bien l'avoir consommé d'une manière ou d'une autre, ça expliquerait à la fois sa puissance et sa légende, mais aussi ça ferait de lui le seul vrai héritier de Harald à pouvoir accomplir ce que son père pouvait faire en réveillant la Galela. En plus, de nombreux indices laissent sous-entendre que Loki a bien mangé un fruit du démon, déjà parce qu'il possède des menottes en granit marin qui l'affaiblissent comme révélé au chapitre 1142, mais aussi parce qu'au chapitre 1156, encore une fois, Loki se serait noyé en voulant embarquer sur un navire de géants, prouvant qu'il ne sait pas nager et pourrait être lui aussi maudit par la mer. Ça, plus le fait qu'on dise de lui qu'il a un fruit du démon, bah il y a de quoi le penser. Maintenant, l'inverse fonctionne aussi. Il ne semble pas que ce soit Loki au chapitre 1152 qui cherche à s'emparer de ce fruit, puisqu'il était trop occupé à ce moment-là à combattre son père probablement sous la malédiction du Domiriversi, ou tout simplement trop attristé d'avoir perdu le seul parent qui lui restait. Et puis, est-ce que ça ne serait pas trop évident qu'il ait ce fruit, puisqu'on nous l'a littéralement dit au chapitre 1130, avant son introduction? Est-ce qu'Oda chercherait pas plutôt à nous prendre à revers, nous faire croire un potentiel fait alors qu'il n'en est pas un? J'aimerais vraiment que Loki ait consommé ce fruit dans son enfance, quand il était seul, lorsque Harald, lui, partait visiter le monde. Mais j'ai bien peur que le trésor national d'Elbaf soit quelque part dans la nature. Là, en vrai, et pour l'instant, avec cette révélation que ce fruit est nécessaire pour réveiller la Galela, la question serait pas forcément de se demander qui l'a mangé ou non, mais plutôt quel pouvoir alors permettrait ça? Alors, on est d'accord que la théorie générale sur le trésor d'Elbaf, c'est que c'est le Gomu Gomu no Mi. Enfin celui de Nika, et pour des raisons évidentes que c'est le fruit de leur dieu tout simplement. Mais quand même, j'ai là aussi envie de croire qu'Oda fera pas aussi évident, parce que pensons-y un instant, mais ce fruit serait enfermé depuis des siècles et des siècles, peut-être depuis le siècle oublié, voire plus encore. N'est-ce pas un peu contre la nature du fruit de Nika? Ce Zoan qui possède une volonté capable d'échapper à ceux qui veulent le capturer, aurait-il vraiment été enfermé dans un coffre pendant des centaines d'années? De plus, comme le disent très bien le Gorosei au chapitre 1044, ce fruit n'a cessé de leur échapper depuis 800 ans. Ils n'ont jamais réussi à mettre la main dessus, ce qui prouve que le Ito Itonomi modèle Nika était libre, et tellement libre qu'il réussissait à échapper à ses plus grands ennemis. Donc ce Gomu Gomu no Mi aurait été dans la nature depuis tout ce temps et non pas enfermé dans un coffre d'Elbaf. Il se pourrait que ce soit alors un autre fruit du démon qui permette l'utilisation et la libération de la Galela, mais alors lequel? Remontons dans le contexte, les géants de la Galela sont prisonniers de la glace de Punkhazard, bien qu'ils semblent parfaitement intacts. Qu'est-ce qui pourrait dissiper cette glace sans les abîmer, tout en étant un fruit du démon lié aux géants? Donc soit c'est un fruit parfaitement inconnu qu'on n'a même pas à tenter d'imaginer tant c'est imprévisible, soit c'est un fruit qu'on a déjà vu. Alors, sans y croire non plus de fou, j'aime penser encore une fois au Yami Yami no Mi. C'est vraiment le fruit dont j'attends le développement et je me dis que ça pourrait être le cas ici. Il peut absorber la matière et la glace en ferait partie. On est d'accord pour dire, je pense, que la glace dans laquelle la Galela est enfermée n'est pas naturel, c'est probablement à l'origine d'un pouvoir ou d'un fruit du démon, peut-être l'utilisateur du Logia de la glace du siècle oublié, allons savoir. Quoi qu'il en soit, on peut effectivement imaginer que le feu pourrait faire fondre cette glace, non pas sans occasionner quelques problèmes, comme par exemple l'endommagement des géants. C'est là que l'idée du Yami Yami no Mi est intéressante, ce fruit étant capable d'annuler et d'absorber les pouvoirs de fruit du démon, il pourrait permettre à la Galela de dégeler naturellement grâce à la dissipation de la glace qui les protège depuis plusieurs années. C'est très sympa, je trouve, comme théorie, mais là encore faut-il prendre le temps d'imaginer comment et pourquoi le fruit des ténèbres serait lié aux géants particulièrement et à l'histoire antique d'Elbaf. En étant honnête, je ne pense pas pouvoir apporter une explication très rationnelle dès maintenant. En tout cas, et quoi qu'il en soit, j'ai aimé voir ce dernier moment entre Chebek et Loki au point où je me suis étonné à être déjà nostalgique de Rox pour qu'il me manque autant alors qu'on vient à peine de te quitter. C'est vraiment qu'Oda a pas foiré son écriture.
Nous arrivons à Marineford et on va y rester jusqu'à la fin du chapitre car 2 scènes s'y déroulent. La première, très brève, montre Dragon captif après l'événement de God Valley pour des raisons évidentes qui ne nous sont pas données, mais je dirais qu'insubordination et menace sur supérieur doivent être notées dans son rapport quelque part. C'est Garp qui viendra le libérer en lui apportant la clé de sa serrure. Dragon ne manquera pas de lui dire 2 choses, il quitte la marine et le méprise. Le mot est fort. Et dites-vous quand même que c'est la première interaction ever que nous avons entre Garp et Dragon, le père et le fils. Plus de 1100 chapitres qu'on attend ça, et la première scène est autant remplie de haine et de tristesse. Ok, donc cette scène-là, signant la libération de Dragon par son père Garp, appelle, je pense, à un autre scénario qui pourrait avoir lieu très prochainement. Dragon va libérer son père des griffes de Barbe Noire. Reprenons les bases, voulez-vous? Garp, pour libérer Kobe de la ruche, qui s'est lui-même sacrifié pour sauver des soldats de la marine sur Amazon Lily, s'est finalement fait capturer à son tour. Aujourd'hui, Garp croupit en prison, il est encore vivant comme le montre le chapitre 1126, donc son histoire n'est pas terminée. Je vous avais fait part dans la dernière review d'une théorie sur l'utilisation que Barbe Noire pourrait faire de Garp en utilisant les pouvoirs de Pudding afin de sonder la mémoire du héros de la marine et découvrir une vérité sur Chebec que Teach pourrait chercher. Très honnêtement, je trouve que c'est un super bon scénario, aucune idée si ça va vraiment se passer ou non, mais là comme ça, j'y trouve pas d'inconvénient. Il y a une autre théorie que pour le coup je ne cesse de répéter depuis le chapitre de la capture de Garp par l'équipage de Teach, c'est que Garp va mourir dans le futur des mains de Barbe Noire. Après Ace, Teach sera à l'origine de la mort d'un autre membre de la famille de Luffy, et si vous trouvez ça affreux, pensez bien à une chose qui sera l'argument principal de ma théorie à ce sujet, il faut que la marine ait leur Goldie Roger. Alors quand je dis ça, c'est qu'à la fin de One Piece, il restera forcément 2 camps qui ne bougeront pas, les pirates et la marine, les hors-la-loi et la justice qui les combat. Pour le moment, les rôles sont inversés et la marine peut facilement être considérée comme la honte de la justice, mais ça va changer et l'un des éléments déclencheurs pourrait être la mort de Garp. Tandis que les pirates ont eux la mort de Roger avec sa chasse au trésor pour les motiver à continuer leurs méfaits, ou la mort de Barbe Blanche qui a vraiment confirmé que oui, la chasse de Roger est toujours d'actualité, les marines eux n'ont fait que subir la frénésie et l'engouement de leur ennemi naturel. Si ce n'est que quelques mots d'encouragement, les bons marines, les vrais marines se battant pour la vraie justice, et non des déchets comme on a pu voir sur God Valley ou des Nezumi sur East Blue, ils n'ont presque plus de motivation à combattre en fait. Alors que si Garp, leur héros vieillissant, ne pouvant plus combattre les jeunes forces qui chamboulent ce monde, mourait exécuté par l'une de ses terreurs en dévoilant un discours sur la justice qui ira même jusqu'à donner envie à des personnes de s'enrôler dans la marine, là ça aurait un vrai sens. C'est dans ce discours final de leur héros que les marines se battant pour la vraie justice retrouveraient peut-être foi là où on pourrait justement penser le contraire et que ça les abattrait. Parce que oui, la marine, d'autant plus avec Kobe comme futur emblème, deviendra enfin une institution respectable d'ici la fin de One Piece, loin des complices de crimes que nous voyons jusqu'à présent, car l'histoire a besoin d'une institution qui offre la paix à ses citoyens, et je l'ai, je pense, assez bien expliqué dans ma vidéo dédiée à Kobe, sortie il y a pas très longtemps, je vous invite à check. Quoi qu'il en soit, je me suis extrêmement éloigné du sujet que je voulais aborder, mais je pense qu'entre le moment où Garp est emprisonné, donc actuellement, et le moment théorique où il sera tué, exécuté par Teach, il va y avoir un sauvetage, ou du moins une tentative de sauvetage, et elle sera déclenchée par Dragon. Alors oui, effectivement, vous l'aurez deviné, c'est cette scène de Garp libérant son fils qui me le fait penser, pour faire un parallèle de Dragon qui libère son père après avoir lui-même été libéré par le passé, surtout que c'est lié par Chebec, par Teach, par God Valley et la ruche, voilà, il y a un fil. Mais en fait, c'est encore plus que ça. Déjà, il faut savoir que même si Dragon a renié son père, il le déteste, etc., c'est pas totalement le cas non plus, puisque Garp révélait sur Water 7 qu'il s'était rencontré avec Dragon, et que c'est à ce moment-là que Dragon lui a dit qu'il avait rencontré son fils, Luffy, sur Lockdown. Donc ils se parlent. Un petit peu en tout cas, et se sont même rencontrés, le lien est sûrement pas entièrement rompu. Mais l'autre truc bien plus important et qu'on a tendance à oublier, c'est que Teach et Dragon ont un bif ensemble. Et oui, ça date de l'époque Dressrosa-Zu, quand Sabo a fumé Burgess, ce dernier a réussi à embarquer clandestinement sur un des bateaux des révolutionnaires et ainsi atterrir sur Baltigo, leur QG restait introuvable pendant de nombreuses années. S'en est suivi un événement assez incompréhensible, une attaque de Barbe Noire et du Cypherpole sur Baltigo visant les révolutionnaires. Fort heureusement, ils n'ont subi aucune perte puisqu'ils avaient déjà quitté les lieux, comme si un traître dans l'équipage de Barbe Noire avait donné l'info à Dragon de partir, clin d'œil Kuzan. Mais du coup, la question reste en suspens depuis quasiment 10 ans maintenant, pourquoi Barbe Noire a-t-il attaqué les révolutionnaires ? Quel intérêt? C'est évident qu'il y avait quelque chose de très gros à gagner, car les révolutionnaires on dirait peut-être pas, mais tout le monde ne peut pas les gérer, déjà car ce sont tous des combattants expérimentés, mais surtout car Dragon lui est très puissant,
sûrement à un niveau assez proche de son père. Donc, soit Teach avait un fruit du démon à récupérer là-bas, typiquement celui de Dragon s'il en a un, et c'est ce que je pense très sincèrement, soit il y a une autre histoire du style information secrète, peu importe, en vrai, gardons juste en tête qu'un conflit existe entre eux. Dragon venant de sauver son père de Teach serait alors une continuité à l'attaque des pirates sur Baltigo, et un parallèle avec ce chapitre et la libération de Dragon par Garp. Voilà, donc après on peut aller encore plus loin, même si c'est compliqué, mais Dragon pourrait débarquer seul sur la ruche pour libérer son père grâce à son pouvoir qui lui permet apparemment de voler. Ça ferait peut-être redondant avec Garp qui a justement affronté tous les pirates quasiment seul. Le fait que ce soit son fils qui fasse la même chose aujourd'hui serait pas des plus originales, mais ça permettrait de dévoiler une partie des pouvoirs de Dragon, notamment sa possible capacité à faire tomber la foudre et changer le climat. Ce qui serait intéressant et offrirait un nouveau très beau foreshadowing à Teach qui disait au chapitre 441 qu'il était particulièrement sensible puisque les ténèbres, son fruit du démon, absorbaient absolument tout, que ce soit les coups, les épées, les balles, le feu ou les éclairs. Est-ce que nous aurons droit à une scène de Dragon invoquant les mêmes éclairs qu'à Lockdown, s'écrasant cette fois-ci sur Barbe Noire, qui ne pourrait rien faire d'autre que les encaisser à cause de son fruit? Eh bien écoutez, moi je demande qu'à voir. Nous arrivons à la scène finale de ce chapitre. Messieurs, dames, Harald éprouve des regrets de la mort de Chebec, n'ayant pu l'aider malgré sa demande pour ne pas risquer de décevoir le gouvernement et fragiliser les relations entre géants et humains. Ce mal le rongera tellement qu'il ira au QG de la marine, donc Marineford, et s'arrachera enfin les cornes pour prouver son engagement et sa bonne foi à vivre en harmonie avec les humains et payer pour les crimes des géants jusqu'à en devenir un esclave. Bon, alors qu'on soit d'accord ou non avec Harald, avec sa façon de faire et ses choix, faut avouer que le cœur qu'il met à sa cause ne peut laisser insensible. C'est un bon roi et un être formidable. Le problème avec Harald, c'est que ce personnage est terriblement intelligent. Vouloir réparer les erreurs de son peuple en portant lui-même ce fardeau afin d'aider le monde à vivre en paix, je crois pas qu'on puisse critiquer une seule seconde cette quête qu'il s'est lancée. Et en fait, globalement, il le faisait très bien. Tellement bien même qu'Oda le montrait mettre de côté sa propre vie de famille, preuve du sacrifice immense qu'il était prêt à faire pour le salut de son pays. Sauf que de ce que je pense pour l'instant et de ce que je vois, Oda l'a saboté en le mettant au contact du gouvernement et en lui montrant ce qu'ils étaient capables de faire. C'est-à-dire de tuer des citoyens qui ne sont pas affiliés à ce gouvernement. Car depuis ce moment, Harald ne pouvait plus réaliser son rêve de la façon qu'il tentait depuis le début, par la diplomatie. C'était fini. Au point où on a demandé à ce qu'il tue Chebec juste après. Alors comment Harald peut-il être en accord avec les principes du gouvernement et être pris au sérieux par les lecteurs si encore aujourd'hui il est capable de s'offrir en esclavage alors qu'il a vu de ses propres yeux un agent du Cypherpol assassiner des alliés à lui que le gouvernement, je cite, considérait sans aucun droit humain. Comment Harald pouvait-il risquer d'offrir la force légendaire et inégalable des géants à un gouvernement capable de décider de la vie et de la mort de chaque humain de ce monde? Et là je trouve qu'on peut même pas le comparer avec un Oden qui faisait le pitre pour Orochi, puisque de toute façon c'était en accord avec son désir de sauver un maximum de personnes, à contrario d'Harald qui cherchait l'alliance avec les plus grands bourreaux de ce monde. Encore une fois, le problème n'est pas son objectif à Harald, c'est le voile qu'il avait devant les yeux, incapable de lui faire prendre conscience de la réalité de son monde. Échanger sa vie pour lier son pays à un gouvernement qui ne s'intéresse qu'au pouvoir et à l'emprise sur le monde n'a strictement et évidemment aucun sens, mais c'est surtout ce qui l'attend en fait. On sait des mots de Sommers que Harald aurait trahi le gouvernement, donc il a finalement eu un moment de lucidité sur la bêtise qu'il allait commettre, mais ça reste terrible de se dire qu'il a couru après cette reconnaissance pendant des dizaines d'années, alors que le monde aurait pu être libéré en empruntant des voies bien moins pacifiques et diplomatiques, notamment en ayant rejoint Chebec, mais qui aurait probablement abouti à une paix peut-être meilleure et plus stable. Je ne sais pas. Je pense aussi quand même que la violence en elle-même est le centre de sa problématique. On l'a encore vu aujourd'hui, mais pour Harald, s'il doit exister une paix, alors elle ne doit pas naître d'une guerre. C'est pour ça que lui devait davantage croire que Nika était un dieu libérateur qu'un dieu destructeur. Maintenant, nous on sait que le futur sera pas très glorieux dans sa quête d'alliance avec le gouvernement, et je pense même que sa dernière phrase annonce le plan d'Imu. Je suis prêt à devenir un esclave. Au début, je me demandais pourquoi on voyait justement l'œil d'Imu à ce moment-là, et j'ai ensuite compris. Je pense que c'est le moment où Imu va lui faire prêter un serment et va lui offrir un nouveau pacte avec le diable, un pacte différent du Domiriversi, un pacte qui va faire de Harald un chevalier divin. Harald va devenir, pour qu'Elbaf soit accepté au sein du gouvernement, un chevalier divin, et il risque d'accepter, raison pour laquelle nous le voyons au chapitre 1152 attaqué de toutes parts par ses gardes. L'emprise qu'aura Imu sur lui grâce à ce nouveau pacte l'aurait soit fait sombrer dans la folie, soit permis à Imu de le transformer à distance après qu'il ait décidé de renier ses liens avec le gouvernement. Car on sait que Harald, bien qu'il désirait une alliance entre Elbaf et le gouvernement, n'a finalement pas respecté un deal qui était de faire des géants des mercenaires, chose plutôt logique vu qu'il souhaitait en finir avec la violence. Donc Imu aurait pu lui faire payer cette trahison en le transformant, chose qu'on a commencé à voir dans la salle du trône au chapitre 1152. Bon,
c'est qu'une théorie comme ça, mais vu que Shanks disait l'avoir vu sur Marie-Joise, j'ai tendance à penser que oui, Harald est allé assez loin dans le délire en devenant un vrai esclave d'Ymue, comme le disait cette fin de chapitre, un chevalier divin, jusqu'au jour où il ne pouvait et ne voulait plus répondre aux ordres du roi du monde. C'est l'heure de passer au courrier de Goji, mais même si vous avez été nombreux à commenter la réacte de ce chapitre sur la chaîne secondaire, finalement il y a eu peu de questions vraiment pertinentes sur le chapitre, donc ça va être très expéditif, je réponds tout de même à 2 d'entre vous, et c'est parti. Salut Goji, est-ce qu'Oda ne se garde pas du contenu, notamment la fin de Chebek, les combats entre Rayleigh et Gaban versus les Chevaliers Divins et pourquoi l'île sombre, pour le film sur God Valley prévu pour 2027 a priori? Ah bon? Ce serait une manière pour lui de créer chez le lecteur un vide émotionnel qui réussirait à combler avec le film. Alors, attention, personnellement, je ne serais absolument pas étonné qu'un film God Valley ou sur les Rocks même puisse voir le jour et adapter tout le flashback de Loki, notamment sur la partie de Chebek. La Japanimation a envahi les salles récemment avec d'anciens ou nouveaux animes qui inondent le cinéma avec leurs épisodes sous format film ou condensé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait partie de l'évolution du phénomène et One Piece peut totalement en profiter et jouer le jeu. L'année prochaine en plus, l'anime change de mode de diffusion en ne se limitant qu'à 26 épisodes par an, un format donc très saisonnier pour respecter au mieux le rythme d'Eiichiro Oda et adapter au minimum un chapitre par épisode, tout en commençant lors de l'arc d'Elbaf. Je trouve que les feux sont effectivement plutôt au vert pour espérer voir une espèce de film de God Valley ou une compilation d'épisodes au cinéma avec du contenu supplémentaire. Alors, si j'ai dit attention au début, c'est que ça reste justement que de la spéculation, à aucun moment c'est confirmé officiellement ni rien, il n'y a pas de date du tout, pas de 2027 ou quoi, donc évitez les trop grosses attentes sur le sujet, s'il vous plaît les gars. Ensuite, oui, il peut y avoir des changements dans l'anime, des ajouts, et si de base je ne suis pas du tout contre l'idée que l'anime puisse servir de support additionnel au manga, ça peut très vite devenir finalement un piège cette histoire, parce que encore une fois, Oda dans son manga il peut quand même tout faire. Donc s'il commence à volontairement baisser la qualité narrative de la structure principale du manga pour en faire un commerce supplémentaire alors qu'on arrive justement à un moment charnière de l'œuvre, ça sent pas très très bon. Pas du tout même. Et je suis pour l'idée que l'anime apporte un vrai support au manga, pour certaines scènes ou pour rattraper certaines potentielles erreurs. Mais pas plus en fait. Donc ouais, je sais pas, mais pour le coup, j'espère pas qu'il garde du contenu exprès pour un potentiel film. Ça risque de ne pas faire plaisir à tout le monde, j'en ai bien peur. Salut Goji, je pense pas qu'on ait vu la fin de God Valley, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le flashback de Loki à la base, qui n'était pas là, donc on n'a pas toutes les informations, mais il y a Gaban qui était là à la fin de Chebek, vu qu'il a récupéré Garp. Pour moi, on aura la vraie fin de God Valley à la fin d'Elbaf, quand Gaban la racontera. Alors, j'ai vu plusieurs personnes dire ça, mais je comprends pas trop pourquoi. Vous êtes conscient que flashback de Loki ou non, ça change rien. C'est pas parce que c'est le flashback de Loki que les événements sont limités, sous prétexte qu'il n'était pas là pour voir les choses. Car à ce compte-là, on n'aurait jamais dû voir le flashback de Chebek sur Marie-Joise dans la salle d'Ymue, puisque ni Loki ni Harald n'étaient là pour savoir ce qui se disait. Également, on n'aurait jamais dû connaître le moment entre l'équipage de Roger et les Kuja, puisque ni Loki ni Harald n'étaient là. Pareil pour la ruche avec la formation des yeux là par Chebek, ou encore la venue de Shaki dans le bar. Tout ça là, on l'a eu dans le flashback, et ça ne concernait absolument pas ni Loki ni Harald. Je rejoins le fait que Gaban et Garp pourraient donner des informations supplémentaires sur la fin de Chebek. Ça, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, mais je ne pense pas que l'argument c'est le flashback de Loki, et vu qu'il n'était pas là, normal qu'on n'ait pas les informations, soit très pertinent, parce que de toute façon, ni Loki ni Harald n'étaient censés savoir ce que disait Chebek à Garp et Roger à travers la voix de toute chose dans les précédents chapitres. Je suis malheureusement pas certain qu'on ait beaucoup d'informations supplémentaires. C'est donc déjà la fin du courrier de Goji et de cette review les bros. Merci quand même à tous et à toutes de l'avoir suivi. Merci de votre engagement, de vos commentaires toutes les semaines et d'avoir suivi l'aventure de Chebek en ma compagnie. Je vous souhaite à tous un très bon week-end les bros. Prenez soin de vous et de vos proches et à la semaine prochaine pour la review du chapitre 1167. Peace les bros.